Un invité. Un mot, une conversation. Un invité, Un mot. Une conversation. Les lundis du 1. Bienvenue dans les lundis du 1, le podcast qui prend le temps de la conversation. Dans chaque épisode, Eric Fotorino reçoit un grand invité qui, à travers un mot, éclaire notre époque. Pour cette rencontre, l'écrivaine Adèle Lyon a choisi le mot « découpe ». Bonsoir, merci beaucoup d'être là ce soir pour ces premiers lundis du 1 de l'année. On est vraiment très heureux de vous recevoir, Adèle, pour ce texte incroyable, bouleversant, que je pense une grande partie d'entre vous a lu ou a entendu parler et aura encore plus envie de lire après nos échanges. Mon vrai nom est Elisabeth. Pour présenter ce texte, il y a beaucoup de mots qui viennent. On est bouleversé, on est révolté, on est fasciné notamment par la construction, la manière dont vous utilisez des mots très divers, le récit-jeu à la première personne, bien sûr, mais aussi des éléments de témoignage, d'interview, et puis des archives, et puis des courriers, des correspondances. Et au fur et à mesure, on entre dans une histoire où on a l'impression que c'est des trains qui en cachent d'autres, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il s'agit de santé mentale, de ce qu'on pratiquait à une époque en France, et avant aux États-Unis, la lobotomie. Et puis derrière ça, on voit des secrets de famille, on voit des silences, on voit des corps qui souffrent. Bref, c'est un livre total. Je dois dire que je n'avais jamais lu un livre comme ça. Et quand on le lit, d'une certaine manière, on a envie de le relire. J'aurais 1000 questions à vous poser. D'habitude, je prends quelques notes, mais là, je n'ai pas pris de notes parce que je me suis dit, bon, j'aurai Adèle avec moi. Je vais d'abord lui demander comment, après 11 mois de parution de ce texte, si vous avez répondu à la question lancinante de ce livre que vous vous posez, est-ce que je suis folle ? Bonsoir. Ma réponse à cette question a pas mal évolué en fait au fur et à mesure de ces derniers mois. J'avais donc cette crainte, c'est ce dont parle l'enquête, c'est-à-dire la terreur d'être folle à mon tour, qui est nourrie par un certain nombre de récits familiaux, par un certain nombre d'événements de la vie, comme il peut y en avoir dans toute existence. Et le moment de l'écriture du livre, sa parution, sont un moment libérateur, complètement. C'est-à-dire que j'ai la sensation que, à l'inverse de toute cette angoisse qui m'animait et qui me suivait, ça libère quelque chose, ça me débarrasse de quelque chose et que je peux refermer cette page de la peur de la folie. J'ai réalisé que ce que j'avais déjà en partie réalisé à travers l'écriture du livre, mais disons un cran plus loin, que cette peur qui était la mienne au départ, c'est avant tout une peur de l'autre. Elle était nourrie par les autres, par d'autres hommes en particulier, et que dans toute vie, un danger tel peut de nouveau se présenter. Donc je dirais qu'à la fois, oui, je n'ai plus peur d'être folle au sens où je n'ai plus peur de moi-même, et ça c'est une immense victoire et une immense avancée pour moi, que je souhaite à toutes les femmes qui liront ce livre ou qui feront des parcours similaires indépendamment de celui-ci. Mais non, j'ai quand même cette peur-là parce que je sais que personne n'est à l'abri d'événements ou de rencontres ou de drames qui peuvent produire en fait ce type de tragédie. Alors, dans ce livre, je ne sais pas si on peut dire qu'on le lit comme un roman. Je ne sais pas si vous l'appelez roman, d'ailleurs. Est-ce que c'est un roman familial ? C'est difficile de lui donner même, dans la sémantique, de le désigner. En tout cas, c'est une histoire qui, une fois qu'on l'a, et j'allais dire qu'on l'avale au fur et à mesure, elle nous imprègne. On a l'impression d'être tatoué avec un certain nombre de personnages de votre livre. D'abord, vos grands-parents et votre grand-mère. Vous êtes la fille de Betsy, donc Elisabeth, on va peut-être revenir à quelques faits pour qu'on puisse bien suivre l'évolution et l'approfondissement. Donc, ce livre, mon vrai nom est Elisabeth. D'ailleurs, vous le tirez d'un bas d'une lettre, d'une correspondance, où elle écrit à son mari ou son futur mari, on est en 1940, et c'est des lettres que vous reproduisez. Et elle dit, parce que tout le monde l'appelle Betsy, mais elle dit entre parenthèses, mon vrai nom est Elisabeth. Savez-vous que mon vrai nom est Elisabeth ? Savez-vous que... Donc, est-ce que c'est important, ça, pour vous, déjà, que ce soit quelqu'un qu'on n'appelait pas par son nom, jamais par son prénom ? C'est plutôt que le fait de pouvoir aujourd'hui l'appeler par son vrai nom, et je ne dis plus jamais Betsy, moi, je dis oui. Elisabeth, marque une différence entre la chimère de l'enfance et la personne qu'elle est devenue pour moi aujourd'hui.
qui embarque beaucoup d'autres destins dans son histoire et avec elle. Donc disons que cette transition de Betsy, qui n'était pas une personne en fait, qui était le nom d'un cauchemar, le nom d'une peur, le nom aussi de... Enfin, c'est même pas quelqu'un en fait, hein, quelque chose de très vague, une sorte de nuée autour de mon enfance. Il y a une transition aujourd'hui de Betsy à Elisabeth qui, pour moi, marque le cheminement de cette écriture, de cette enquête et de sa réception. D'ailleurs, au moment où le livre est sorti, je disais encore Betsy, en fait. Ah oui. Et très vite, ça a disparu. Et aujourd'hui, c'est un mot que je prononce plus, littéralement plus. C'est Elisabeth. C'est Donc, Elisabeth. elle naît au début du XXe siècle. Elle meurt, elle a 75 ans, 73 ans 74. 74 ans. Et on apprend dans le récit et dans les témoignages et dans l'arithmétique que vous faites que vous découvrez qu'elle a passé 17 ans internée, qu'elle a eu 6 enfants en 6 grossesses en 7 ans. Et à mesure que le récit avance, les témoignages, on comprend la peur. Et il y a un moment très important qui est redit sous différentes formes au fur et à mesure de votre livre. C'est plus votre peur à vous, c'est celle de toutes les femmes de votre famille qui, à un moment donné, se sont interrogées sur elle. Le besoin de l'enquête, à proprement parler, il naît de ma peur à moi, mais le besoin de l'écriture, qui n'est pas le même, qui ne se situe pas au même endroit, il naît de la rencontre avec leur peur à elles. C'est ça. Elles, c'est d'abord les femmes de ma famille, et puis un peu plus tard, quand j'ai commencé à parler de cette enquête, à la partager autour de moi, parce que j'étais quand même complètement immergée dedans et donc très obsessionnelle, à chaque fois en fait que je rencontrais des femmes ou des personnes à qui je parlais de ça, il y avait toujours une personne dans l'assemblée autour de moi qui disait « mais c'est fou ce que tu dis parce que moi aussi j'ai toujours peur d'être folle parce que ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère ». Peu importe le destin du livre, en fait, à la fin, qu'il soit lu par 1000 personnes ou par 100 000, la démarche est la même, de rendre public. Et ça, c'est motivé chez moi par le fait que ce n'est plus seulement une crainte intime, mais une crainte qui est partagée par d'autres femmes autour de moi. Oui, alors précisément, c'est pas 100 000, ce sera sûrement bientôt 250 000, avec beaucoup de prix. Qu'est-ce que vous comprenez de ça ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous que cette histoire soit à ce point partagée? Colette avait un mot, elle disait, quelquefois, un roman touche un nerf. Donc, quel nerf elle a touché, cette histoire, à votre avis ? Je pense que c'est comme le consentement de Vanessa Springora, c'est comme la Famiglia Grande, c'est-à-dire que ce sont des livres qui, sans le savoir a priori, en touchant une tragédie intime, touchent une tragédie collective. Mais sans le savoir a priori, mais c'est le propre de ce type de tragédie, c'est-à-dire que ce type de mécanisme, donc là on parle de la psychiatrisation forcée des femmes, en fait, on parle de ça, on parle du fait de faire taire les femmes en les internant, ou même sans les interner, en les faisant passer pour folles. On parle du fait de dominer le corps des femmes par la psychiatrie comme prolongation d'une domination familiale. C'est ça dont on parle. Ce genre de mécanique systémique, elle se protège en se faisant passer pour unique, pour isolée, comme l'inceste, comme la pédophilie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc nous, on explore ces tragédies-là depuis notre point de vue intime parce qu'elles nous atteignent individuellement, elles nous traumatisent individuellement, mais quand on met le mot dessus, tout d'un coup, elles s'ouvrent à leurs mécaniques qui sont globales, collectives et systémiques. Et ça devient ce type de phénomène, mais que je ne mesurais vraiment pas en écrivant le livre, hein, ce type de phénomène qui en fait est partagé, mais quasiment dans toutes les familles, à différents degrés. Hein. Dans toutes les familles, il n'y a pas une femme qui a été psychiatrisée, mais dans toutes les familles, il y a une femme qui a été traitée de folle et dont la parole a été niée par ce mot de folle. Oui. Alors là, ce qui arrive, ce qu'on comprend, c'est que c'est une jeune femme qui a beaucoup d'atouts pour elle, et vous dites quelque chose qu'on dit aussi sur vous. Dites, elle était trop. Sous-entendu, trop brillante, trop libre, peut-être avait une forme d'insolence. En tout cas, elle n'était pas là exactement dans les clous qu'on attendait pour une femme. Et ce qui est terrifiant, c'est de montrer que finalement, la science, en tout cas la médecine, avec la lobotomie, qui va essentiellement toucher les femmes, d'après les études que vous citez, même si elles sont partielles, ça va entre 65 et 85% de femmes qui ont été lobotomisées. On ne veut pas les guérir, on veut les empêcher de turbuler, de faire que l'ordre social ne soit pas en ordre. La lobotomie, c'est une intervention chirurgicale, c'est une intervention qui consiste à séparer une partie du cerveau d'une autre pour empêcher le sujet d'intégrer correctement ses émotions. Donc ça va donner un sujet qui est détaché
de toutes ses émotions négatives comme positives, un sujet en quelque sorte à distance de lui-même ou d'elle-même. Moi, ce qui a été très important comme découverte dans ma recherche sur la lobotomie et ensuite dans mon écriture, ça a été de montrer que justement la lobotomie, ce n'est pas une exception pratiquée par une médecine qui se trouve à côté de la société. Et je pense que c'est globalement la représentation collective qu'on en a. Et c'est assez dangereux de considérer ça parce que du coup, on ôte la dimension alors systémique, mais plus particulièrement patriarcale et presque plus particulièrement encore familiale qu'il peut y avoir dans la lobotomie, c'est-à-dire que c'est en fait un outil qui va être utilisé par des personnes qui dominent déjà d'autres personnes pour les réduire à néant ou achever de les mettre à l'écart. Et donc, dans ce sens-là, l'histoire d'Élisabeth, elle est particulièrement révélatrice parce que, au départ, les psychiatres refusent de pratiquer la lobotomie sur une femme qui est dite consciente, en pleine possession de ses moyens, etc. On ne lui demande pas son avis. Sauf que, oui, non seulement on ne lui demande pas son avis, mais en plus, son père et son mari vont faire appel à un chirurgien qui, en fait, fait partie du même milieu social qu'eux, pour que la crédibilité, en fait, soit la leur et non pas celle d'Élisabeth et non pas celle de la patiente. Et donc, on voit vraiment que c'est une continuité du pouvoir des hommes de la famille sur cette femme qui va utiliser le pouvoir médical pour ça. Mais les individus, en quelque sorte, sont les mêmes. Oui, Marcel David, qui a fait la guerre avec le père. Oui, alors pas aussi directement, mais ça. Ce sont mais des en tout cas, on peut penser qu'ils sont issus des mêmes milieux, voilà, et ils ont les mêmes pensées. Donc une femme ne peut pas être libre, et si elle est trop libre, on peut la diminuer, on peut la réduire. Donc ce qui va arriver à Betsy, que vous avez rétabli dans son identité d'Élisabeth, c'est pendant ses 17 ans, la lobotomisation, mais aussi les enfants. On dit qu'il faut lui faire des enfants pour qu'elle aille mieux. C'est encore la même chose, c'est-à-dire que c'est pour ça que c'est important pour moi d'insister sur le fait que la lobotomie n'est pas une pratique horrifique à côté de ce qu'on fait à ces femmes. C'est-à-dire que tout ça, c'est la même chose. Pouvoir se dire je vais faire des enfants à cette femme pendant qu'elle est dans cet état, soi-disant pour transformer son état psychique. Pouvoir se dire je vais pénétrer dans son cerveau avec un bistouri pour aller découper une partie pour transformer son état psychique, c'est la même chose. C'est une intervention sur le corps d'une femme qui n'est pas consentante pour asseoir sur elle son pouvoir, presque indépendamment du résultat que ça peut produire. C'est simplement, j'exerce mon pouvoir sur cette personne. Oui, et ce que vous dites qui est très fort, c'est que quand on considère qu'elle est guérie, que la lobotomie a eu un effet, en fait, ça a eu l'effet d'en faire, comme d'autres femmes, finalement, des bonnes ménagères, des femmes qui s'occupent des enfants, qui font le dîner, qui font de la couture. Mais c'est même pas si merveilleux que ça, hein. J'ai effectivement découvert ça parce que ce qui m'a frappé dans les comptes rendus de Walter Freeman, qui est le lobotomiste, le psychiatre américain qui a repopularisé la lobotomie, qui avait été très mal reçu au début, c'est passé par les États-Unis. Lui, il a convaincu la presse, en gros, de l'utilité de cette pratique, et c'est par lui que c'est revenu en Europe. Et lui, dans ses comptes rendus d'opération, on trouve effectivement une patiente guérie. Pour Walter Freeman, c'est une patiente qui va retrouver sa place dans sa famille, répondre aux tâches conjugales, domestiques, s'occuper de ses enfants, faire bien le ménage, etc., etc. En fait, à distance de l'opération, c'est même pas si rose. C'est-à-dire que la lobotomie produit cette impression-là, mais en même temps, ce sont des personnes dont la personnalité est profondément modifiée. Ce sont des femmes robots, des êtres robots en quelque sorte. Donc, on ne retrouve jamais la personne qu'on avait l'impression d'avoir perdue au départ. Oui. Ce sont des personnes qui sont réduites à leur simple capacité à être à peu près efficaces dans un milieu social qui le leur demande. C'est ça. Et alors, je parlais des corps tout à l'heure, des corps malmenés, des corps suppliciés. Votre livre s'ouvre sur ce suicide d'un des fils, Jean-Louis. Donc, cet homme va se suicider. Et à un moment donné, très loin dans le livre, vous dites « j'ai eu une fulgurance » sur le fait qu'il saute du 7e étage. Vous pouvez nous dire cette fulgurance et en quoi vous la reliez aux atteintes au corps d'Élisabeth? C'est une fulgurance qui... Enfin, oui, je suis transpercée en quelque sorte par cette... si c'est de l'ordre de l'idée ou de la sensation d'ailleurs. Oui. J'ai été dans les archives psychiatriques de l'hôpital de Bonneval parce que donc j'ai jamais retrouvé le dossier médical d'Élisabeth. Oui, on comprend que le dossier, c'est dans des containers. Il va peut-être ressurgir un jour. Peut-être, oui, mais ça a l'air très compliqué. C'est toujours pas le cas. Et donc je cherchais des témoignages en fait sur ce qu'avait pu être sa lobotomie, ce qu'elle avait pu vivre de l'intérieur.
Et Marcel David, dont on parlait tout à l'heure, le psychochirurgien qui lui a fait cette lobotomie, a été un psychochirurgien itinérant, mais il se rendait une fois par mois dans un certain nombre d'hôpitaux de l'ouest de la France, où il intervenait et lobotomisait comme ça, à la chaîne, 4, 5, 6, 7 patientes. Et j'avais le nom d'un certain nombre de ces hôpitaux, et notamment l'hôpital aujourd'hui Henri Hey, qui se situe à Bonneval, auquel j'ai téléphoné, entre autres centres, et qui m'a dit qu'ils avaient conservé toutes leurs archives de patientes en interne. Ils m'ont reçu, j'ai été là-bas, et en fait, les archivistes avaient anticipé quelque part ma demande et avaient passé toute la semaine précédente à chercher des dossiers de femmes qui avaient été lobotomisées, sachant que quand j'ai téléphoné la première fois, ils ignoraient qu'il y avait eu des lobotomies à Bonneval. Oui. Alors, sur une semaine de travail, ils ont sorti comme ça 35 dossiers. Et que j'ai commencé à parcourir. Et là, première fulgurance quand même, dans ces archives, il y avait quelque chose d'incroyable, mais le chef de service, Henri Hey, du service fermé de femmes de l'époque, demande aux soignantes de récolter la parole des patientes qui viennent d'être opérées. Et donc, au milieu des dossiers médicaux, on a comme ça des feuillets d'une dizaine, quinzaine, vingtaine de pages qui sont juste des retranscriptions hyper brutes de ce que disent les patientes après l'opération. Et là, il se passe quand même quelque chose auquel je ne m'attendais pas, parce que tout ce que j'avais lu sur la lobotomie auparavant était prononcé depuis un point de vue neutre, distant et scientifique, celui des médecins qui pratiquaient l'opération. Il se passe que je tombe sur des paroles emplies de souffrance qui sont presque symétriquement l'inverse de ce que j'avais lu dans les discours médicaux. C'est aussi pour ça que je fais ce montage dans le livre entre la parole des patientes et ce discours objectif des médecins qui, par exemple, ils vont dire « la patiente ne se souvient de rien » et dans les archives, je lis « je me rappelle de tout ». C'est à ce point-là symétrique. Il y a une sorte de ritournelle qui revient dans toutes ces paroles de patientes qui est le mal de tête. Le chirurgien est rentré par les deux côtés, elles ont un trou de chaque côté du crâne. Et donc, j'ai le crâne qui explose, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Et en fait, je suis prise dans cette espèce de litanie. Et tout d'un coup, je repense à Jean-Louis et cette manière qu'il a eu, mon grand-oncle, à sauter du 7e étage et, enfin, devant tout le monde, un matin, il s'est littéralement fait exploser le corps et le crâne, quoi. Et effectivement, tout d'un coup, un fil de souffrance organique, quelque part, se tisse pour moi entre ces femmes à qui on a explosé le cerveau et cet homme qui se fait exploser la cervelle de cette manière 50 ans après les faits. Exactement. Enfin, 70 ans même. Alors, on pourrait tirer plein de fils dans votre récit. Et là, ce que vous venez de dire sur des bouts d'archives, des bouts de correspondance, on voit bien que c'est une sorte d'alchimie comme ça que vous avez réalisée. Il y a des mots qui reviennent et qui sont très signifiants quand on le lit comme ça. Il y a le mot « fer à repasser ». Il revient dans 2 circonstances. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus ? Le fer à repasser, pour moi, c'était l'image d'Élisabeth. La seule image que j'avais d'elle, c'était une créature avec un fer à repasser à la main. Cette image venait d'un souvenir de mon père, qui était que mon père, quand il était enfant, avait dans la maison de vacances familiales en Bretagne, avait la chambre conjointe à celle d'Élisabeth. Et Élisabeth aurait, quand il serait devenu ado, frappé sur les murs avec un fer à repasser en disant je ne peux pas, il me regarde nu à travers les murs, je ne peux pas rester dans cette chambre, il ne peut pas rester, il faut le changer de chambre. Ça, c'était mon souvenir de cette histoire, et effectivement, c'était associé à beaucoup de peur, en même temps que quelque chose d'un peu, presque un peu grotesque, quoi. Cette femme échevelée, frappant contre les murs avec un fer à repasser, donc voilà. Et donc, c'est une image qui m'a accompagnée longtemps, jusqu'au jour où, interrogeant la petite sœur d'André, donc le mari d'Élisabeth, mon arrière-grand-père, qui était présente au mariage d'André et Élisabeth qui a eu lieu pendant la guerre, celle-ci me raconte que le château a brûlé la veille du mariage, par la responsabilité d'Élisabeth, qui a oublié un fer à repasser, qui aurait oublié un fer à repasser sur sa robe de mariée. Je ne fais pas vraiment le lien à ce moment-là. J'entends cette histoire. Je suis évidemment... alors, l'incendie dans la famille, c'est quelque chose dont on parlait, donc j'ignorais pas complètement l'histoire de l'incendie. Par contre, je n'avais jamais entendu parler du détail du fer à repasser. Ça reste là. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais pendant toute mon enquête, qui a quand même duré 4 ans, je n'interroge pas mon père. C'est-à-dire que, à la fois, il est présent tout le temps, je lui demande son opinion sur certaines choses, je lui fais part de mes découvertes, etc. Mais à aucun moment, je fais ce que je fais avec les autres membres de ma famille, c'est-à-dire l'asseoir sur une chaise à côté de moi comme ça, poser mon enregistreur et lui dire « Bon, papa, maintenant, raconte-moi tes souvenirs de Betsy ». Je le fais pas. Et puis, à la toute fin
de mon enquête. Donc tout était fini, complètement fini. J'avais déjà été à Lourdes, j'avais déjà été rencontrer cette céramiste. Tout d'un coup, c'est le moment. Je sens que c'est le moment. Donc je convoque mon père et je commence comme ça. Je lui dis, mais papa, raconte-moi ce souvenir d'Elisabeth, celui de mon enfance. Raconte-le-moi, que je renoue avec lui. Et donc là, mon père me raconte, alors la scène se passe à table, dans cette maison de Bretagne, et tout d'un coup, Elisabeth prend tout le monde à partie, me pointe du doigt et dit « Il faut le changer de chambre, il me regarde nu à travers les murs. » Je dis « Mais... Et le fer à repasser ?»« Quel fer à repasser ?» Je dis « Mais le fer à repasser, elle tapait sur les murs avec un fer à repasser. »« Mais il n'y a jamais eu de fer à repasser, je ne sais pas de quoi tu parles. » Et voilà, et tout d'un coup m'apparaît que ce fer à repasser, c'est un peu à la fois une métaphore et en même temps une marque, pas du tout métaphorique, de ce que c'est que le transgénérationnel. C'est-à-dire comment certains motifs, plus que certaines histoires, puisque c'est complètement déformé, certains motifs vont quand même se transmettre de génération en génération, alors pas forcément de manière mystique, hein, dans les mémoires, dans les paroles, comme ça, et s'imprimer sur certains éléments pour continuer à nous appeler, à les interroger. Ce podcast vous est proposé par le 1 Hebdo, l'hebdomadaire qui décrypte l'actualité en 1 heure de lecture. Retrouvez le 1 Hebdo chaque semaine, en kiosque et en librairie, et à l'abonnement sur le 1hebdo.fr. Vous pouvez assister au lundi du 1, chaque mois, à la bourse de commerce Pinot Collection. Pour rester informé, abonnez-vous à notre newsletter La Lettre du 1. Alors, dans votre famille, Elisabeth, qu'on appelle Betsy, elle est un repoussoir, elle est inquiétante, mais tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'il faut faire autour d'elle. C'est-à-dire, il y a ceux qui disent qu'il ne faut surtout pas en parler, il faut laisser le passé là où il est. Une qui est thérapeute, qui dit non, mais la parole, c'est pas bien, vaut mieux ne rien dire. Et puis ceux comme votre grand-mère, qui, elle, va vous aider, même d'une certaine manière, va vous fournir des photos, des documents, etc. Qu'est-ce qui tiraille encore la famille à propos de Betsy, sachant que chaque femme, quand elle est sortie de l'enfance, elles ont d'ailleurs souvent du mal à avoir leurs règles, parce qu'elles savent qu'elles deviennent des femmes et que là, elles sont peut-être exposées à la maladie de cette grand-mère. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, elles vont se positionner par rapport à cette histoire ? J'ai une réponse à ça qui est particulière et une réponse qui est plus générale. La réponse particulière, c'est que c'est une histoire qui a produit énormément de douleur. Il faut quand même en avoir conscience. Elisabeth et André ont eu 6 enfants. Elle en a connu une un peu, qui est ma grand-mère, puisqu'elle a commencé ses séries d'internement en 1942, au début 1943, et ma grand-mère est née en 1941. Et ensuite, ces internements ont commencé juste après, la semaine d'après, la naissance de son 2e enfant. Donc elle n'a connu quasiment aucun de ses enfants. Ce sont donc des enfants qui ont grandi sans mère, et en plus avec la honte presque d'avoir la mère qu'ils avaient, dans un certain environnement social qui les montrait du doigt comme les enfants de la folle. Donc le silence, chez eux, il est produit par cette humiliation-là. C'est une protection, enfin on ne peut pas parler. Voilà, c'est une protection, on ne peut pas en parler et on n'aurait pas pu grandir, on n'aurait pas pu survivre en fait si cette histoire avait pris la place qu'elle aurait pu prendre. Après, il y a une réponse plus générale et dont je prends conscience au fur et à mesure de cette enquête, qui est le rapport de cette famille, comme beaucoup d'autres familles, à la parole en général et au fait de faire circuler les histoires, de transmettre les événements importants, traumatiques ou pas, d'ailleurs, d'une famille de génération en génération, cette capacité à dire et cette volonté de protéger les secrets. Et ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas en lien seulement avec Elisabeth. C'est-à-dire que, de manière générale, ma famille est une famille qui ne parle pas et dans laquelle la parole représente une menace. Donc tout ce qui nomme, tout ce qui interroge, tout ce qui questionne est potentiellement menaçant. Alors, il y avait l'idée qu'elle était folle. Concrètement, on dit qu'elle est schizophrène, mais ce que vous dites, c'est que le diagnostic n'est pas si clair que ça, mais que ça va justifier ces thérapies de choc. Et finalement, elle va perdre le lien avec sa famille, parce que ses enfants, elle va quasiment pas les connaître intimement. D'ailleurs, elle dit des choses qui ne sont pas tout à fait ajustées aux enfants dont elle parle. Comment ils vont vivre ça les uns et les autres ? Très mal, très mal. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que ma grand-mère est la seule à avoir vaguement la sensation d'avoir eu une mère. Pour les autres, ce sont des enfants qui grandissent sans mère.
Il y a eu des figures féminines Oui. tout du long, parce qu'il ne faut quand même pas croire que le père aurait pris cette place-là. Hein. Mais globalement, ce sont des enfants qui grandissent sans mère et avec l'interdiction de poser des questions sur leur mère et de parler de leur mère. C'est ça. Et quand la mère sortira de ces années, elle ne va pas rentrer chez son mari, elle va aller chez ses parents. Ouais. C'est... Donc elle a 50 ans et on ne l'autorise pas d'une certaine manière à revenir. Alors, ça m'amène à des questions sur comment vous avez monté tout ça. Vous avez choisi le mot de la découpe. J'avais lu dans votre biographie, comme nous tous, au moment de l'apparition du livre, que vous aviez un curriculum, un parcours assez étonnant, puisque vous êtes normalienne, philosophe, vous êtes passionnée pour le cinéma, vous avez un diplôme, un doctorat sur le cinéma, qui d'ailleurs a été la source du travail que vous avez transformé dans ce livre. Et puis, on voit que vous êtes aussi chef cuisinière. Donc, et il y a des descriptions qui font un peu froid dans le dos d'ailleurs, sur comment un boucher tient un couteau comme un poignard et qu'un apprenti boucher se met une cotte de maille pour ne pas s'enfoncer la lame dans le ventre. Donc on voit bien que c'est des choses assez violentes. Comment vous avez, de tous ces morceaux, reconstitué quelque chose et qu'est-ce que la découpe vient faire là-dedans ? Apprendre par plusieurs bouts comme question. Ou à exactement. découper, par exemple. Alors, effectivement, j'ai interrompu à un moment mon enquête qui commence en 2020. Qui commence en 2020 pour travailler en cuisine. Enfin, je ne sais pas dans quel ordre le dire. J'ai interrompu mon enquête et j'ai travaillé en cuisine. C'est plutôt comme ça que ça s'est passé, sans lien de cause à effet. Et je n'ai pas du tout parlé dans le livre de ce passage en cuisine, de ce trajet, de ce que ça m'avait fait, sauf à la toute fin, dans ce passage où je parle de ma pratique de la charcuterie et de la découpe du porc, qui est pas l'essentiel de ce que je faisais, mais disons ce que j'ai le plus appris et apprécié faire pendant ces années de cuisine. Et ce passage-là, c'est le dernier passage que j'ai écrit, à la toute fin, quand j'avais déjà trouvé un éditeur, donc vraiment dans une temporalité qui est complètement différente, et je ne savais pas que j'allais l'écrire avant de l'écrire. C'est-à-dire que j'avais la sensation qu'il me manquait quelque chose, je me suis installée devant mon ordinateur, et c'est ça qui est sorti de manière complètement fluide. Et l'écriture n'est pas fluide pour moi de manière générale, donc c'est vraiment une exception. Parce qu'il y avait un lien inconscient avec tout ce que vous aviez raconté. Et d'ailleurs, il y a une phrase terrible, que je trouve tellement forte. À un moment donné, vous vous demandez si la lobotomie a une odeur. Puisque vous découpez des porcs, qu'il y a des odeurs, vous pensez au pâté. Vous vous demandez, quand on fait les lobotomies à Elisabeth, qu'est-ce que pense celui qui lui fait, est-ce qu'il la voit comme un être vivant, etc. Donc il y a un lien entre ce que vous rajoutez à la fin et tout ce que vous venez d'écrire. Oui. Mais il y a un lien qui est très concret sur les gestes de la découpe et ce que c'est que de se mettre à la place du bourreau, en fait, de celui qui pratique ces opérations et qui découpe de la chair. Enfin, il y a quelque part chez moi, à cette période-là, il y a eu la nécessité de comprendre ce que faisaient ces hommes et ce que ça leur faisait de le faire. Il y a une sorte de répétition des gestes dans mon corps. Enfin, je veux dire, un cochon, c'est quand même c'est gros. Même si c'est en partie découpé par l'abattoir, etc., il y a du sang, c'est visqueux, je veux dire, ça a la texture d'un corps, quoi. Et je dis pas du tout ça pour choquer, je dis ça parce que c'est quand même une pratique particulière. Avoir commencé la cuisine par ça dit quelque chose d'un besoin de répéter ou d'un besoin de digérer quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre par l'esprit. Et aujourd'hui, c'est comme ça que je le comprends, c'est-à-dire que c'était tellement inconcevable, en fait, cette pratique et la souffrance qu'elle avait générée, que je devais me mettre en jeu physiquement, corporellement dans cette pratique pour pouvoir l'intégrer. Ça m'échappait, littéralement, ça m'échappait. Et ensuite, si je réfléchis à ce passage et à cette question de la découpe et de la charcuterie un peu plus largement, je pense que c'est une pratique, un apprentissage qui m'a servi énormément dans l'écriture. De deux façons. D'abord parce que ça m'a incarnée, c'est-à-dire que quand on travaille en cuisine, et en particulier quand on travaille à découper de la viande et qu'on risque vraiment de se blesser tout le temps, on a une conscience de son corps et de ce qu'on ressent dans son corps que je n'avais jamais développé pendant mes études auparavant, qui étaient des études extrêmement intellectuelles où aucune place n'est faite ni à ses émotions, ni à ses sensations. Et l'autre chose que la charcuterie ou la découpe m'a permis d'approcher, c'est la découpe du texte, littéralement, c'est-à-dire comment on décompose une totalité en petits morceaux à qui l'on donne plus de goût ou plus de sens en la recomposant. C'est ça. Alors d'abord sur le montage, après je vous demanderai sur la folie, mais sur ce montage, ça vous est apparu comme une évidence qu'il fallait l'écrire comme ça ?
Non, pas du tout. Non, ça a été le processus le plus long. J'avais plein de morceaux comme ça qui étaient Vous avez étaient tâtonné, écrits. vous êtes dit comment Et l'organisation de tout ce matériau est ce qui m'a pris le plus de temps. Et j'ai turbiné de manière complètement obsessionnelle, quasiment pendant 1 an, juste sur l'organisation de ce texte. Sachant qu'à chaque fois que je prenais une direction, ça générait son lot de ce que je devais écrire, connaître en plus, ajouter, etc. etc. Donc, non, l'organisation a été très compliquée. En revanche, quand j'ai trouvé la manière que je peux décrire dont c'est fait aujourd'hui, ça a été évident. Et ça a tout résolu, quelque part. Moi, ce qui me prend aux tripes, là, aujourd'hui, c'est l'histoire de cette femme. Et je crois que s'il y a une chose que je veux faire avec ce livre, dont je ne sais pas s'il sera lu ou pas, c'est qu'elle existe quelque part, quoi, qu'elle ait son petit mausolée de papier, sa petite tombe, qui ne soit pas la tombe qu'elle a à côté de son mari. Et une autre tombe. Et donc, il fallait que je note toutes les traces que j'avais d'elle, que j'avais trouvées par les archives. Donc, j'ai fait ça. J'ai pris tous les documents d'archives que j'avais trouvés familiaux ou institutionnels qui parlaient d'Élisabeth. Je les ai organisés, eux, de manière chronologique. Et donc, j'avais une sorte de vision comme ça d'Élisabeth à travers le temps et à travers les archives qui parlaient d'elle. Et en fait, à partir de là, les 2 autres texture d'écriture, qui était mon récit d'enquête et les entretiens, les verbatims d'entretien que j'avais réalisés avec des membres de ma famille, se sont mis un peu comme une séquence d'ADN, quoi, vraiment à tourner autour et à fonctionner exactement comme je voulais que ça fonctionne. Ça se répondait, comme vous le dites très bien, parfois ça se contredit, parfois ça va dans le même sens, et qu'il n'y ait pas de régularité des effets, mais une manière de... Chaque texte rencontre le suivant et le précédent, parfois dans l'opposition, parfois dans la continuité. Alors, et il y a un autre élément qui, évidemment, est très important, qui n'est pas non plus une affirmation, mais on comprend par... alors, je crois que c'est la plus jeune de ses sœurs, mais vous me corrigerez, qui veut vous voir, et qui dit que finalement, dans cette salle de bain, le père de Betty, Elisabeth, avait pu la harceler, avait pu faire des choses terribles dans cette salle de bain. Et il y a un détail très... dur, qui dit cette salle de bain ne fermait pas à clé. C'est la fille de la plus jeune sœur d'Elisabeth qui, elle, est décédée, que j'ai vaguement connue, mais qui est décédée avant que je commence cette enquête. Et cette femme, qui est céramiste à Lourdes et que je vais trouver à la fin, ouvre la possibilité et la piste de l'inceste, qui est une piste que j'avais jamais frontalement interrogée et toujours, de manière sous-jacente, je peux pas dire considéré parce que c'était pas visible pour moi, mais c'était partout, en fait. C'était partout chez les autres, dans les destins des autres femmes que j'avais rencontrées, celles des archives psychiatriques, enfin principalement elles, c'est-à-dire que déjà en 1950, les dossiers de femmes internées en psychiatrie, peut-être 30 à 40% au moins des dossiers que j'ai rencontrés, les femmes témoignent de violences sexuelles à une époque où, il faut imaginer, enfin je suppose que c'était quand même pas si fréquent de pouvoir le dire quand ça avait eu lieu. Donc c'est sans doute même pas la majorité des personnes qui ont réellement été victimes. La part des violences sexuelles dans les internements en psychiatrie est sidérante. Il y avait ça. Ensuite, il y avait cette question que vous posiez tout à l'heure sur le secret et la particularité quand même de cette famille à ne vouloir que les choses ne se disent pas. Ce qui est quand même un mécanisme des familles dans lesquelles il y a des climats incestuels forts parce que faut surtout pas se comparer au reste du monde parce qu'on risque de se rendre compte que la manière dont on fonctionne est quand même pas évident. Ça transparaît par des propos, par exemple, de mon grand-père ou du fils aîné d'Élisabeth, qui vont dire tous les deux sans s'être concertés. Alors, il ne faut surtout pas aller voir le psychiatre, parce qu'après, le psychiatre vous met des choses dans la tête, genre vous avez été violée par votre père, etc., etc. Donc, ça apparaît comme ça, comme une espèce de crainte que l'on puisse accuser une personne d'inceste dans cette famille. Voilà, c'est un terrain sous-jacent, constant, et que pourtant, parce que aussi je fais partie de cette famille, je suis intégrée à ces mécanismes de silence, je ne suis pas en capacité de regarder en face jusqu'au moment où je rencontre cette femme, je l'ai écrit, je l'ai monté autrement dans la retranscription de son témoignage, mais qui me dit, en fait, à la première minute, quasiment, ça sort d'elle comme un vomi, quoi, que c'est ça, que c'est ce qui s'est passé, c'est ça. Alors, ce qu'elle dit précisément, c'est que sa mère à elle, qui était la petite sœur d'Élisabeth, a été victime de leur père commun, Louis,
Voilà, et qu'elle peut supposer que ça a eu lieu aussi. Que ça a eu lieu aussi pour Elisabeth, sans pouvoir l'affirmer clairement. Qu'en tout cas, au-delà de la question précise de l'abus sexuel, etc., qu'en tout cas, il y avait un climat de cet ordre-là dans la famille, et qu'il y avait du coup une peur en fait, de l'homme et de ce qu'il pouvait faire de la part des femmes de la famille. Oui, il y a une scène terrible aussi où Elisabeth arrive dans la salle de bain, mais elle n'est pas dans la salle de bain, elle entre, elle est nue, elle a une 50aine d'années, elle est très belle, et elle a le visage, la tête diminuée, très peu de cheveux, et donc elle montre à sa petite sœur quelque chose de ce qu'elle est, et ça doit marquer profondément sa petite sœur. Oui, et puis aussi, quand la nièce d'Elisabeth m'a raconté ça, ce que j'ai aussi revu, c'est la scène avec mon père, c'est-à-dire celle où elle accuse mon père de la regarder nue à travers les murs. C'est-à-dire que ça aussi, en quelque sorte, c'était une preuve a posteriori de la manière dont elle considérait le regard des hommes, en tout cas. Il y a tous ces faisceaux-là dans son comportement, a posteriori, après l'opération, qui semblent indiquer cette possibilité. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle avait, Elisabeth ? Je n'ai vraiment pas de réponse, parce que ma grand-mère, ayant lu le livre, elle continue à répéter « mais elle était vraiment malade. Adèle, je te jure, elle était vraiment malade. » Et longtemps, cette réponse de ma grand-mère m'a m'énervée, parce que je dis « mais tu as lu tout ce livre et tu continues à me dire « mais elle était vraiment malade. » Moi aussi, je croyais que la maladie, être malade, avoir une maladie mentale, c'était qu'il existe une cause organiquement située quelque part et qu'elle soit véritablement schizophrène au sens où ça voudrait dire qu'il y aurait quelque chose de génétique, dans un coin du cerveau, logé dans un coin du cerveau, etc. Moi aussi, j'avais hérité en fait de cette perception de la maladie-là. Ça, c'est quelque chose que j'ai complètement écarté. Mais écarter ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas vraiment malade. Non pas au sens où elle aurait eu quelque chose au préalable, mais au sens où la souffrance qu'elle a vécue, la manière dont elle a été traitée, la violence dont elle a été victime, peuvent produire des troubles qui sont vraiment là, qui sont vraiment réels et qui ont vraiment un impact sur le comportement. C'est ça. L'autre question que vous posez, vous en posez plein, mais celle que j'ai retenue comme ça, c'est qui a vraiment aimé Elisabeth ? Qui l'a aimée ? Personne. Mais ce que je peux dire depuis mon point de vue, aujourd'hui, je pense qu'il y a des femmes qui l'aiment. À l'époque de son vivant, personne ne l'a aimée. Mais en fait, aujourd'hui, parce qu'il apparaît d'elle dans ce livre, je pense que beaucoup de femmes de ma famille, pour qui elle était une figure repoussoire, s'autorisent à s'identifier à elle et se permettent ainsi de faire exister en elles-mêmes des formes de leur tempérament, de leur créativité, de leur rébellion qu'elle ne s'autorisait pas à exprimer auparavant. Et l'amour pour Elisabeth, et c'est le mien aussi, pour moi, il est là. Il est dans la possibilité d'une identification, dans le fait de dire « j'aimerais te ressembler ». En fait, j'aimerais te ressembler. Oui, parce qu'elle était libre, qu'elle était sûrement assez gaie, qu'elle savait ce qu'elle voulait. Dans le courrier à André, donc à son mari, ou futur mari en tout cas, elle dit qu'elle veut un métier, on voit bien qu'elle n'est pas dans la norme des femmes de son temps. On voit surtout quelque chose qui est, je pense, une des choses les plus importantes, des qualités les plus importantes pour moi, c'est l'autonomie de pensée. Et finalement, c'est son crime, cette autonomie de pensée. C'est quelqu'un qui sait dire, face à cet homme, moi aussi je pense, moi aussi je sais qui je suis, moi aussi je sais ce que je veux, je suis capable de penser par moi-même et je n'ai pas besoin de toi pour penser. Et c'est son crime, en fait. C'est ce qui est insupportable pour son mari, ce qui est insupportable pour André, c'est ça. C'est le fait qu'elle se pose en égal de lui. Exactement. Alors, on va terminer, il y aurait 1000 autres questions, mais on va terminer comme ça sur la référence. On parlait de cinéma de montage tout à l'heure, mais vous verrez, ceux qui n'ont pas lu encore, cette référence à Rebecca, à la fois le roman de Daphné du Maurier et puis le film d'Hitchcock, de la femme fantôme. Alors là, c'était effectivement comme un fantôme qui ressurgissait tout d'un coup. Ce n'est plus un fantôme, Elisabeth, aujourd'hui. Je ne sais pas, parce que c'est juste que c'est un fantôme qui ne charrie pas la même... En tout cas, il n'est pas associé à la peur. Voilà, c'est ça. Elle ne représente plus une créature sans consistance, qui est juste le nom d'une peur, finalement. Mais pour moi, elle m'accompagne un peu. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que je ne sens pas sa présence, c'est pas ça, mais je vis quand même avec elle au quotidien depuis 5 ans maintenant. 5 ans, oui. Elle est présente, j'essaye de la comprendre de mieux en mieux. Toutes mes interactions avec les personnes avec lesquelles j'en discute me donnent des indices aussi, des pistes pour interpréter différemment certaines choses. Donc, disons qu'elle prend de la consistance, mais en même temps, je ne veux pas la définir, donc je lui laisse ce statut-là un peu flou, quelque part. Merci beaucoup pour cette rencontre, c'était formidable. Merci Adèle.
Cette conversation vous est proposée par le 1 Hebdo, un hebdomadaire qui depuis 10 ans traite d'une grande question d'actualité en rassemblant plusieurs points de vue, plusieurs regards. Cette aventure de presse, unique en son genre, est née d'un besoin d'ouverture à la réflexion et à l'intégration des savoirs, dans une époque toujours plus complexe où débattre avec nuance est devenu difficile. Nous vous donnons rendez-vous chaque mercredi en kiosque pour vous proposer de vivre notre époque sans la subir, à travers la plume d'écrivains, de chercheurs de tous horizons, d'illustrateurs, de poètes et bien sûr de journalistes. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette belle aventure de presse libre et indépendante en vous abonnant sur le 1hebdo.fr.